Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose des histoires incroyables de personnes qui ont réussi à s'évader de la prison, et pas seulement de la prison. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que la vidéo d'aujourd'hui est incroyable. Voici les 5 évasions de prison les plus impressionnantes de tous les temps. On commence. La première histoire se passe dans la prison d'Alcatraz, dans la baie de San Francisco, sur une île à 2 km de la côte. Cette prison est devenue connue à cause de la cruauté envers les détenus sur l'île d'Alcatraz. C'était aussi une prison célèbre parce que jamais personne à l'époque n'avait réussi à s'en enfuir. La prison était fortifiée, en plus des clôtures électriques, elle était entourée d'eau et il y avait même des microphones souterrains pour capter le son de tunnels sur le point d'être creusés. Malgré ceci, en 1962, 3 détenus de la prison d'Alcatraz sont entrés dans l'histoire. Figurez-vous qu'ils ont réussi à creuser un tunnel même avec la présence des microphones. Bizarre, ils ont dû faire très doucement. Comme quand vous voulez aller dans la cuisine pour prendre de l'eau sans réveiller votre mère et sa chambre est en plein milieu du chemin. Eh ben, vous allez ainsi très doucement. C'est comme ça que ces types ont dû faire. Les détenus s'appelaient John Englin, son frère Clarence Englin et Frank Morris. Ils ont creusé un tunnel et sont arrivés à la mer et, pour ne pas être découverts, ils ont fait ceci pendant la nuit. Ils ont aussi fait des têtes en papier mâché qu'ils ont posées dans leur lit pour que les gardiens crussent qu'ils étaient tout bonnement couchés en train de dormir. Ça, c'était les têtes en papier mâché que les détenus ont utilisées. On peut clairement constater que les gardiens d'Alcatraz souffraient d'une myopie sévère. Regardez ces têtes, mon Dieu! Elles ont été faites par qui? Oh mon Dieu! Allez, reprenons. Bon, ils ont réussi à arriver à la mer, mais ils se sont noyés. Il n'y avait pas moyen à 2 km de la côte la plus proche. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Nager jusqu'à la côte? Bah non, ils n'ont pas pu. Ils se sont noyés et les Américains ont diffusé l'information concernant leur décès en montrant les os qu'ils ont trouvés. Ou alors, c'est la version de l'histoire que le gouvernement américain veut que vous croyiez. Il y a un documentaire actuellement disponible sur YouTube et sorti en 2015 qui a affirmé qu'ils étaient toujours vivants et qu'ils habiteraient actuellement au Brésil. Le documentaire est disponible en français et pour ceux qui veulent le voir, le nom du documentaire est Alcatraz, en quête de vérité. Grâce à ce documentaire, on a découvert qu'ils ont régulièrement envoyé des cartes de Noël pour leur mère et ces cartes-là ont même été retrouvées. Une autre preuve apparaissant dans le documentaire est que les os trouvés par le gouvernement américain ne sont pas les os des détenus. Les membres de leur famille ont aussi affirmé qu'ils étaient vivants, qu'ils ne sont donc pas morts, et ont même trouvé une photo des 2 frères qui prouverait qu'ils ont bien atteint la terre ferme en 1962. Le gouvernement américain, lui, n'a plus voulu reparler de ce sujet. Pour eux, ils sont morts, la photo est fausse, ce ne sont pas eux, etc. C'est à vous de croire ou pas en cette histoire. En tout cas, regardez le documentaire. Moi je l'ai regardé et après avoir fini le documentaire et fait mes recherches, je crois qu'ils ont survécu et que le gouvernement américain le sait. C'est plus facile de faire croire qu'ils sont morts que de laisser savoir au monde entier qu'il était possible de s'échapper d'Alcatraz, n'est-ce pas? Bon, parlons maintenant de l'histoire d'Henry Brown. Lui, il ne s'est pas évadé de prison. Il s'est évadé de la plus grande des prisons. Il s'est évadé de l'esclavage. Henry Brown est né esclave en 1815 dans le comté de Louisiane en Virginie. En 1830, il est envoyé à Richmond travailler dans une usine de tabac. Il se marie avec une autre esclave, Nancy, avec laquelle il aurait eu 3 enfants. En 1948, sa femme et ses enfants sont vendus à un marchand d'esclaves et envoyés en Caroline du Nord. Henry Brown, lui, est décidé à obtenir sa liberté. Il élabore alors un plan qui lui vaudra le surnom de Box, ou boîte en français. Il a l'idée de se faire enfermer dans une boîte et de se faire livrer comme une marchandise vers un état libre. Brown est enfermé par un certain Monsieur Smith, un sympathisant blanc, en échange de toutes ses économies dans une boîte de bois. Dans cette boîte de 1,50 m de profondeur, 1,20 m de large et de moins d'1 mètre de long, Brown va parcourir 442 km de Richmond à Philadelphie, soit 26 longues heures de voyage. Sa boîte transite de nombreuses façons, voies ferrées, bateaux à vapeur, ferry, chariots de livraison. Elle est violemment manipulée, retournée, secouée, mais Brown reste impassible et jamais ne trahit sa présence. À son arrivée, la boîte contenant Brown est reçue par 2 abolitionnistes, Miller McKim et William Steele. Eh oui, à cette époque-là, mes amis, il a préféré courir le risque de mourir pour pouvoir s'enfuir de l'esclavage,
Il est ensuite parti en Angleterre où il n'y avait pas d'esclavage. Il a formé une nouvelle famille et est devenu magicien. C'est vraiment bizarre, il s'est échappé dans une boîte et il a fini par devenir magicien. Un magicien très doué, j'en suis certain. Avez-vous déjà entendu parler d'un film appelé Papillon ? C'est un film très célèbre qui raconte l'histoire vraie d'un Français appelé René Belbenoît. Ce type qui parlait 4 langues était aussi un intellectuel et un bandit. Condamné en 1922 pour cambriolage, utilisation d'une fausse identité et collection illégale de pierres précieuses, il a été envoyé vers un endroit super tranquille et agréable, appelé l'île du Diable. L'île du Diable se trouvait en Guyane, un département d'outre-mer de la France. Elle était considérée comme étant une prison absolument infranchissable, mais vraiment, la prison n'avait même pas de mur haut. Vous ne pouviez juste pas vous échapper de l'île. L'île du Diable était entourée d'un côté de jungles marécageuses dangereux avec des caïmans et des serpents vénéneux, et de l'autre côté il y avait plein de requins dans l'eau. Alors personne n'avait jamais tenté de s'enfuir de l'île du Diable, sauf quand René Belbenoît y est arrivé en 1934. Il a réussi à construire un radeau et il a navigué sur l'eau pleine de requins. Il n'avait ni eau ni nourriture et il est quand même arrivé en Colombie. Imaginez, il a navigué presque 3000 km sur la mer sans rien manger. Malheureusement, la Colombie le capture et le rend à la France. Jugé par le tribunal maritime spécial, il passe 2 ans dans les cellules de la réclusion de l'île Saint-Joseph. Plusieurs fois transféré, il finit comme infirmier-chef dans un camp d'Indochinois sur le continent guyanais, d'où il s'évade dans la nuit du 18 au 19 mars 1944 avec 4 autres compagnons. Après de nombreux déboires, il s'installe à Caracas, au Venezuela, en 1945. Il refait sa vie dans ce pays comme barman, restaurateur et gérant de boîte de nuit. Il y vivra diverses aventures. Il y rencontre sa compagne, Rita Alcover, avec qui il vivra jusqu'à la fin de sa vie. Savez-vous pourquoi cette histoire est fantastique ? Si vous regardez le film ou si vous lisez le livre de nos jours, vous n'allez pas entendre parler de René Belbenoît. Vous allez entendre parler de Henri Charrière, le nom d'un de ses complices. En fait, quand René Belbenoît, le vrai papillon, a écrit le livre où il racontait tout ce qui s'était passé et a voulu l'envoyer à Hollywood, son complice, Henri Charrière, le lui a volé. Ces gens étaient tellement des bandits que l'un de ces individus-là a volé le livre de René Belbenoît. Il a ensuite mis son nom sur le livre et il s'est fait un tatouage de papillon sur la poitrine pour ainsi pouvoir dire que l'histoire était à lui. Ensuite, il l'a vendu à Hollywood. Il a gagné des millions de dollars parce que c'est l'un des films les plus salués par la critique de l'histoire du cinéma. Si vous regardez le film aujourd'hui, sachez donc que ceci est une farce. Oui, c'est arrivé, mais avec René Belbenoît. Henri Charrière a juste volé l'histoire. Mais savez-vous ce qu'il a fait avec tout l'argent qu'il a gagné ? Il a tout dépensé pour faire un film qui a été un échec. Donc il a tout perdu. Il est mort pauvre. Le vrai est aussi mort pauvre. Il est mort pauvre et malade avec une maladie de la peau. C'est impressionnant comme les Français sont des génies de l'évasion. Pascal Paillet a fait un cambriolage en 1997. Il a tué un agent de sécurité, il a été capturé en 1999 et envoyé à la prison de Luynes, en France, en 1999. 2 ans après, il a réussi à s'enfuir. Savez-vous comment ? Un de ses complices a pris en otage un pilote d'hélicoptère, l'a fait atterrir dans la prison et a fait sortir Pascal Paillet. 2 ans plus tard, en 2003, il a été arrêté de nouveau. Cette fois-ci, comme il était considéré comme un détenu dangereux qui avait déjà pris la fuite d'une prison, il a été condamné à purger sa peine dans une prison de haute sécurité en France. 2 ans après, il s'est évadé encore une fois. Voulez-vous savoir comment il a fait ? Un de ses complices a pris en otage un pilote d'hélicoptère, l'a fait atterrir dans la prison et a fait sortir Pascal Paillet. Encore une fois. Mais il n'a pas été longtemps en dehors de la prison. Cette année-là, il a été arrêté encore une fois. Et cette fois-ci, le gouvernement français a décidé de le transférer de prison de haute sécurité en prison de haute sécurité tous les 6 mois. Il était observé et surveillé. C'était une vigilance tout le temps constante. Cependant, en 2007, il a encore réussi à s'enfuir. Voulez-vous savoir comment il a fait ? Un de ses complices a pris en otage un pilote d'hélicoptère, l'a fait atterrir dans la prison et a fait sortir Pascal Paillet. Je ne plaisante pas. Le type s'est enfui 3 fois, et les 3 fois de la même manière. Oui, clairement, Pascal Paillet est très bon en ce qui concerne les évasions. Mais il a été arrêté de nouveau cette année-là, et il n'a jamais plus réussi à s'enfuir. Vous connaissez certainement tous El Chapo, l'un des plus grands trafiquants de drogue du monde. Sa dernière évasion date de 2017, l'année dernière. Et ce n'est pas sa seule évasion, car il s'était déjà évadé d'une précédente prison. Mais ce qui la rend spectaculaire, c'est qu'elle a été filmée.
il y a une vidéo dans sa cellule qui montre El Chapo marchant d'un côté à l'autre de sa cellule jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'intérieur. L'histoire est incroyable. El Chapo s'est enfui par un tunnel caché dans sa cellule, un tunnel de 10 mètres de profondeur et d'1,5 km de longueur. Ce n'est pas un tunnel creusé à l'aide d'une petite pioche. Même la police, lorsqu'ils ont découvert le tunnel, ont été impressionnés. Regardez l'étendue du tunnel, 1,5 km. Avez-vous la notion de ce qu'est 1,5 km? C'est incroyable. Mais à la fin, ça n'a pas servi à grand chose, car il a été recapturé. Il est en prison en ce moment. Mais cette fois-ci, il a été arrêté par des Américains et aux États-Unis, vous ne vous enfuyez pas. Et si vous vous enfuyez, ils disent que vous êtes mort. C'est plus facile. Si vous souhaitez que nous vous racontions d'autres histoires fascinantes d'évasion de prison, demandez-le dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!